Vous écoutez un podcast Panafro. Confidence, confidence, confidence. Confidence autour du micro. Confidence autour d'un micro d'Amadien. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, Parti démocratique sénégalais, deuxième émission. Attention, les personnes qui s'expriment dans cette émission sont entièrement responsables de leurs propos. Confidence autour d'un micro est une tribune libre. La semaine dernière, dans la première partie de ses confidences, Maître Abdoulaye Wade nous a révélé comment il est venu à la politique. Il nous a aussi parlé de ses contacts avec Majmoud Diop, Cheikh Anta Diop, Senghor, etc. Aujourd'hui, c'est la suite de cet entretien que vous allez entendre. Maître, quand à la veille des élections de février dernier, vous dites si les paysans choisissent n'importe lequel d'entre nous, même analphabète, je l'investis. J'ai vraiment de la peine à vous croire. Mais vous avez tort. Parce que, en fait, si vous consultez la liste des candidats aux élections législatives du PDS, vous trouverez beaucoup de paysans analphabètes. Vous savez, je crois que nous sommes plus ou moins victimes de préjugés absolument sans fondement. Nous avons copié des institutions sur l'Europe. Et ces institutions existent en façade et ne jouent pas le même rôle qu'en Europe. Et c'est ça qui est très grave. Parce que avoir une Assemblée nationale, c'est bien. Mais je crois qu'il faut d'abord définir sa fonction. Quel est son rôle dans la nation? Je crois que c'est ça le problème. Un président de la République, c'est bien, mais c'est pour faire quoi? Alors toutes ces notions n'ont pas été définies par nous. Nous les avons empruntées, nous les avons plaquées dans nos sociétés et nous essayons de les faire fonctionner plus ou moins. Car, en dehors de toute considération politique, si vous appréciez, depuis 23 ans, d'une part, les dépenses qu'ont entraîné l'Assemblée nationale au Sénégal, et d'autre part, les services réels rendus par cette Assemblée, eh bien, je peux vous assurer que vous tirez la conclusion que ce n'est pas une bonne affaire. Vous voyez, l'Assemblée nationale joue, tant soit pas un rôle, seulement depuis que le PDS est représenté là-bas, depuis 1978. Depuis que le député prend des initiatives de loi, critique les initiatives du gouvernement, apprécie la politique du gouvernement. Mais auparavant, si vraiment une Assemblée nationale, c'est pour enregistrer la volonté du gouvernement et voter les lois telles que les présente le gouvernement, vous savez, il faudrait peut-être même en revenir à la logique d'un Nkrumah, qui, bien que je l'apprécie beaucoup, avait dit un jour, les députés, il n'y a qu'à les nommer. Pourquoi toute cette comédie d'élections, de dépenses, etc., pour amener des gens qui ne jouent pas un véritable rôle. Oui. Ce n'est pas une critique que je formule contre l'Assemblée nationale du Sénégal précisément. Je parle d'une manière générale. Dans nos pays, nous devons nous départir de préjugés ou d'idées préconçues empruntées aux pays développés et poser d'une manière fondamentale le rôle de l'institution. Bon, et si telle est l'approche, quand j'en ai à l'Assemblée nationale précisément du Sénégal, moi je pense qu'une Assemblée nationale doit avoir d'abord pour rôle de voter des lois. C'est un rouage intermédiaire entre la République, je ne dis pas le gouvernement, le pouvoir d'une manière générale et les citoyens. Donc, les représentants doivent avoir une assise politique, doivent être capables de faire passer les mots d'ordre. Lorsqu'on vote une loi, la confiance populaire doit amener le peuple à exécuter cette loi sans arrière-pensée en disant si mon député a voté ces lois, c'est parce que c'est une bonne loi, il faut que je l'applique. Oui, il y a cette confiance qui doit s'établir. Donc c'est un rôle politique. Et ce rôle politique n'est pas nécessairement un rôle d'intellectuel. Panafro, le podcast. C'est une erreur.
C'est une erreur. Qu'est-ce que l'intellectuel apporte plus ou moins, n'est-ce pas, dans une instance comme celle-là? Alors, je considère que dans nos pays, étant donné le rôle très important qui doit revenir au gouvernement, une Assemblée nationale doit essentiellement avoir pour un rôle politique. Mais je n'exclus pas tout à fait le rôle intellectuel, dans la mesure où, alors on en arrive par exemple à rechercher des équilibres politiques par la contestation, par le rôle de l'opposition par exemple. Alors à ce moment-là, les intellectuels peuvent jouer un rôle. Mais une Assemblée nationale exclusivement constituée d'intellectuels, mais ce n'est pas une assemblée. D'abord, elle ne peut pas avoir la prétention de représenter tout le pays. Dans un pays où il y a 80%, n'est-ce pas, d'analphabètes et 90% de paysans, eh bien, je pense que les paysans doivent être représentés. Voyez-vous, prenez, je ne suis pas marxiste, vous le savez, mais prenez les démocraties populaires. Mais les députés, mais ce sont les catégories socio-professionnelles qui désignent les représentants. Les menuisiers, les pêcheurs, les ouvriers d'usine, les paysans qui constituent les assemblées qui votent les lois. Alors pourquoi ce ne serait pas possible au Sénégal? Pourquoi voulez-vous qu'au Sénégal, il faille une cravate, un diplôme, une serviette pour pouvoir être député? Je crois que c'est une erreur. Mais les députés PDS, la dernière génération, oui, c'était tous des fonctionnaires, des intellectuels? Absolument, ce sont des intellectuels et j'ai toujours reconnu qu'ils avaient été choisis sur des bases élitistes. Mais là, il faut comprendre, c'était un jeune parti qui venait de naître. Les députés n'avaient pas été investis par un congrès. C'est la direction du parti qui a choisi, c'était sur la liste proportionnelle. C'était une liste nationale qui était établie et c'était le système proportionnel. Par conséquent, là, évidemment, la direction du parti a choisi les cadres qui s'étaient présentés. Mais les dernières élections où il a fallu choisir la moitié des députés au niveau des arrondissements, au niveau des régions, eh bien, nous avons laissé les fédérations départementales choisir leurs propres candidats et beaucoup de ces candidats sont des analphabètes. Et je suis persuadé qu'ils auraient été d'excellents députés. Quelle définition donnez-vous de la fonction du président de la République? Ah oui, alors la fonction du président de la République, vous savez, tout dépend de la conception qu'on a de la Constitution. Moi, je suis fondamentalement un démocrate. Je ne crois pas en l'homme miracle. Je ne crois pas en l'homme miracle. Je crois que la fonction d'un président de la République, je la comparerai plutôt, si vous voulez, à un manager d'une grande entreprise multinationale. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme on ne lui demande pas d'être un sorcier qui apporte des solutions extraordinaires. C'est un homme comme tout le monde. Mais il doit être en mesure de faire travailler le peuple, de faire travailler les gens, en mesure d'orienter l'évolution, de débloquer, si vous voulez, les difficultés. Je crois que c'est ça essentiellement son rôle. C'est un rôle d'orientation, c'est un rôle de stimulation, et il doit être un exemple. Vous savez, la force de l'exemple chez nous, c'est absolument fondamental. Il doit être un exemple au plan moral, au plan du travail, au plan de l'engagement. Sur tous les plans, il doit être une référence. Et ces conditions étant, il faut qu'il fasse travailler les gens. Je crois que c'est ça. Donc, une politique qui n'a pas d'orientation. Vous regroupez des diplômés et puis vous leur dites, monsieur, vous êtes ministre de la Justice, vous êtes monsieur ministre de l'économie, vous êtes ministre de je ne sais quoi. Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a rien qui les lie. Chacun improvise. Il improvise dans son cabinet, il improvise avec ses petits copains ou avec ses techniciens, mais il n'y a pas d'orientation. Le rôle du président de la République, je crois que c'est de dire à chacun, voilà le chemin, voilà votre tâche, voilà les moyens que je vous donne, essayez de faire le mieux avec ce que vous avez. Oui, ce n'est pas une petite chose. Vous savez, cela peut-être, ce que je vous explique, ça vous paraît peut-être théorique. Mais si vous prenez dans l'histoire, ceux qui ont dirigé les États ou les pays, mais il y a des rois qui ont régné comme ça, mais qui ne gouvernaient pas. Bon, il y a d'autres qui sont des dictateurs, qui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Hein? Et il faut aussi se cantonner à ce qu'ils disent, sinon on risque des sanctions. Mais entre ces deux extrêmes, il y a, je crois, ce que je ne peux pas utiliser un autre terme que le management. C'est-à-dire
l'orientation, l'harmonisation, hein, la stimulation. Je crois que c'est ça le rôle d'un président de la République. Certains militants PDS trouvent que vous ne donnez pas les moyens nécessaires pour contrer sur le terrain les attaques du PS, parti au pouvoir. Oui, mais ça, ils ont parfaitement raison, mais vous savez, nous faisons ce que nous pouvons. Sur le terrain, bon, le PS a des moyens que nous n'avons pas, c'est un parti qui est au pouvoir, non seulement il a les moyens de l'administration, qui sont des moyens réels, l'appui logistique des véhicules de l'administration, de l'essence de l'administration et tout ça, mais en fait, comme le PS a beaucoup de députés, d'ambassadeurs, etc., leur cotisation, leur contribution, ils donnent quand même les moyens de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alors nous, nos ressources étant uniquement les cartes, d'ailleurs nous venons d'augmenter le prix de la carte, parce que jusqu'à présent nous l'avions maintenu à 100 francs, nous venons de prendre la décision de porter le prix à 200 francs. Alors nous n'avons pas la possibilité de fournir à nos responsables des véhicules, de l'essence pour faire tout ce qu'ils ont fait. Je regrette. Vous voyez par exemple, nous venons de fixer un important programme jusqu'au 31 décembre. Nous avons les fêtes anniversaires du parti qui vont se dérouler du 31 juillet au 8 août au niveau des communautés rurales. Donc disons au moins une trentaine de meetings qui vont se tenir à travers le Sénégal. Nous avons la conférence nationale des jeunes qui va se tenir, nous avons la conférence nationale des syndicats, nous avons la conférence nationale des femmes, mais en tout et pour tout, nous avons peut-être, je sais pas moi, une dizaine de véhicules qui marchent. Et pourtant, lors des élections dernières, vous avez été bien équipés. Oui, mais ça encore, c'est de la légende. Vous voyez, vous savez, les légendes ont la vie dure. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous pouvez financer à vous seul le PDS en vendant une maison. Non, j'ai dit j'ai financé, je n'ai pas dit seul. Vous savez, j'ai eu des contributions de militants et même des gens qui ne sont pas PS. Je vous cache rien en disant même des hommes d'affaires nous ont financés. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais au sujet de ces moyens des dernières élections, alors je voudrais revenir là-dessus. Parce que je ne peux quand même pas, après avoir parcouru le Sénégal, après avoir fait, je ne me rappelle plus le nombre de meetings, enfin j'étais un peu partout au Sénégal, vous voyez, je ne peux quand même pas raconter des histoires. Donc les Sénégalais ont vu les moyens que j'avais. Mais les non-Sénégalais qui entendent dire à la radio qu'Abdoulaye Wade a utilisé des méthodes américaines pour faire sa campagne électorale, ils s'imaginent un tas de choses, mais les Sénégalais, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et là je parle à la radio, les Sénégalais m'entendent, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, 3 voitures neuves. 3, je ne dis pas 4, 3 voitures neuves. Oui, 3 voitures neuves. La mienne et 2 autres voitures qui sont des voitures bleues. Mais il est évident qu'au départ, ces voitures n'avaient pas de numéro. Parce qu'elles sont arrivées au port, on les a fait circuler. Alors le fait de voir la même voiture circuler sans numéro, ça a peut-être donné un effet de multiplication et d'amplification. Et vous savez qu'ici, la légende, les gens ont beaucoup d'imagination. Ils sont allés dire que j'avais 100 voitures, 150 voitures. Mais il y avait une escroquerie à la base aussi. Oui, parce que certains PS sont allés trouver Abdou Diouf et lui ont dit, oui, Abdoulaye Wade a débarqué 150 voitures. Alors il faut nous donner les moyens. C'était des gens qui voulaient de l'argent. Il paraît qu'il leur a dit, oui, mais moi je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas. Alors, je crois que c'est très important parce que les gens ont voulu faire des opérations. Et ces 3 voitures qui sont arrivées, j'ai écrit au ministre des Finances pour lui demander une exonération des droits de douane. Il a refusé. Je l'ai demandé au nom du parti parce que j'estime qu'un parti politique, même si ce n'est pas stricto sensu, comme on dit en droit, une association d'utilité déclarée d'utilité publique, c'est une association quand même d'utilité publique, en fait. Alors j'ai pensé que de toutes les exonérations de douane, il aurait été possible de nous exonérer des droits et taxes sur 3 véhicules. Mais il a refusé en me disant qu'il ne connaissait aucun texte qui permettait cela. Maître, à propos d'attaque. Donc, non, je n'ai pas fini, parce qu'il faut que je réponde sur ces moyens. Donc ces moyens, c'est ça. Mais il y avait autre chose. On a dit oui, j'avais un système de sonorisation extraordinaire qui dominait même la radio. Mais enfin, écoutez, 1974, création du parti. Je participe à des élections en 1976. Je fais des élections en 1978. Je fais des élections en 1979 dans la région de Casamance. Je fais des élections en 1980 dans la région du Fleuve. Et vous voulez que je ne sois pas capable d'organiser mes meetings? Eh bien, ce serait à désespérer. Et ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai acheté un système de sonorisation chez des spécialistes, et non plus les systèmes qui ronronnent là dans les champs religieux. J'ai acheté ça en Belgique, chez Ericsson,
et je l'ai monté sur une voiture, ce qui me permet de me passer de montage de sonorisation. Quand j'arrive quelque part, au lieu que mes militants, mes responsables aillent louer Panafro, des systèmes de le sonorisation, podcast. ce qui coûte de l'argent, ce qui ronronne et gâche tout le travail, dès que j'arrive quelque part, on tourne la voiture, je prends le micro, on fait les discours. C'est très simple. Donc vous voyez, c'est une question d'organisation. Parce que quand on s'organise avec peu, on peut faire beaucoup. Et ça aussi, je crois que c'est une des qualités qu'on doit exiger des dirigeants. C'est de savoir faire beaucoup avec peu. Et à propos d'attaque, Maître Abdoulaye Wade, pourquoi ne répondez-vous pas à celle de vos adversaires qui vous surnomment Laye Bazin, Laye Diombor, Laye Sciences Éco, par exemple? Non, vous savez, je pense que ce sont... Vous savez, un homme politique doit accepter quand même un minimum parce qu'il faut que le peuple s'amuse. Je crois qu'un homme politique ne doit pas répondre à toutes les attaques. Et ça, je pense que ce n'est pas très méchant. Mais d'un autre côté, je pense que, voyez-vous, même certaines attaques, voyez, bon, je n'ai pas voulu maintenir la plainte que j'avais déposée contre le politicien. J'aurais pu faire condamner le politicien, bon, parce que bon, le temps a montré que tout ce que ce journal avait écrit était faux. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit que dans les périodes de pré-campagne électorale, il est tout à fait normal que les esprits s'échauffent et qu'on prenne certaines positions. Vous savez, un homme politique qui se met à traîner tous ceux qui disent quelque chose de lui devant les tribunaux, mais c'est comme un père de famille qui boxe ses enfants, soit chaque fois qu'il commet une faute, quoi, c'est pas possible. De temps en temps, il faut laisser passer. Je crois que le temps et l'expérience peuvent apporter beaucoup. Alors c'est de l'orgueil? Non, c'est de la tolérance. Mais n'oubliez pas que je suis un enseignant. N'oubliez pas, c'est fondamental. Et je crois que là aussi Senghor avait raison. Je crois que la première qualité d'un homme politique, c'est aussi d'être un pédagogue. Alors je crois que la meilleure façon de faire comprendre aux gens parfois, c'est d'être tolérant. Et donc on dit aussi que votre calvitie n'est pas naturelle. Est-ce pour cultiver la singularité ou vous êtes chauve, vous êtes chauve réellement? Écoutez, vous n'avez qu'à regarder ça de près, je suis devenu chauve. Quand j'étais jeune, j'avais certainement beaucoup plus de cheveux que vous. Pour ceux qui me connaissent sont encore là, il y a encore des photos que vous avez vues dans les journaux. Mais j'ai perdu mes cheveux, c'est peut-être parce que je me fais trop de soucis pour le Sénégal. Vous vous rasez chaque matin? Ah non, absolument pas. Non, non, pas du tout. De temps en temps, mais pas du tout. On revient au PDS. Comme vous voulez. Il semble que vous le gouvernez par téléphone. Non, mais ça, non. C'est-à-dire, vous savez, ça c'était encore un journaliste parce que je m'étais trouvé absent de Dakar pendant un moment. C'était à l'occasion de la crise que nous avions traversée. Et Farah, qui est mon adjoint, m'entretenait de ce qui se passait. Et je lui donnais mon point de vue par téléphone. Mais je ne dirige absolument pas par téléphone. Je suis toutes les semaines à la permanence du parti le mercredi après-midi, où nous tenons la réunion hebdomadaire du secrétariat national. Et toute la semaine, je reçois des délégations qui viennent de l'intérieur du pays, enfin, de partout. Non, non, moi je dirige le PDS la main dans la patte. Je suis près de mes militants. Et ce que je reproche d'ailleurs à mes collaborateurs, c'est de moins bien connaître le parti que moi. C'est vrai que le PDS est malade de ses députés. Il avait été malade de ses députés, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, si on examine les crises que nous avons traversées, eh bien ces crises ont été provoquées par les députés qui ont démissionné. C'est vrai. Et ça aussi, je regrette de le dire, c'est un défaut des cadres, de ce qu'on appelle des cadres, des intellectuels. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, bon, c'est de bonne guerre, s'acharne contre notre parti et essaie de nous déboulonner. Bon. Mais il n'a jamais réussi à ébranler les structures fondamentales de base du parti. Vous n'avez jamais entendu, depuis que le PDS est PDS, qu'une cellule qui compte 25 personnes, un secteur qui compte 10 cellules, une sous-section, une section, une fédération s'élever contre la direction du parti ou contre le secrétaire général. Personne ne l'a jamais entendu. Nulle part. Nulle part. C'est donc dire que le parti, en tant que tel, l'arbre mère et ses racines, reste solide. Mais le PS s'attaque à ce que j'appelle aux fruits. Parce que les députés, c'est les fruits de l'arbre. Donc que le PS décroche un député ici ou un député par là, ça n'a aucune importance. Ça n'ébranle pas l'arbre. L'arbre reste solide et bien implanté. Alors,
Donc les tentations de débauchage du PS se sont adressées à des députés. Vous savez, les gens, ils sont ce qu'ils sont, les hommes sont ce qu'ils sont. Les intellectuels, ils ont des besoins qui dépassent leurs moyens. Un parti d'opposition, je peux vous assurer que ce n'est pas une sinécure. Panafro, Le député le podcast. PDS, il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas. Moi, je suis obligé parfois de leur donner de l'essence pour rentrer dans leur région. Parce qu'il y a les problèmes des militants, parce qu'il y a un tas de choses. Et puis, un député, ça ne gagne pas beaucoup. Vous comprenez? Donc, certains se laissent tenter par la corruption. Et c'est ça ce qui s'est passé. Certains ont été corrompus, d'autres... Enfin, je crois que même par pudeur, je ne devrais pas insister parce que les exemples sont quand même criards. Mais vous êtes extrêmement riche, Maître Abdoulaye Wade. Pourquoi donc vous avez accepté d'être député? Vous avez voulu siéger à l'Assemblée, Écoutez, alors que le salaire est misérable. Oui, écoutez, c'est-à-dire que, vous savez, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que mes revenus des députés passent intégralement au parti. Bon, ça, d'abord, il faut le savoir. Je n'aurais pas dû vous le dire, enfin, puisque vous me posez la question, je vous le dis. Bon, Ce sont des confidences. ça, c'est la première chose. Oui, si vous voulez. Mais enfin, on aurait pu ne pas le dire parce que ça c'est pas tellement important. Mais ensuite, si je suis encore député, c'est parce que c'est le parti qui le veut. Moi, j'ai estimé que j'avais terminé mon rôle à l'Assemblée nationale. Et en 78, cela pouvait se comprendre. J'avais plus d'expérience que tous ces jeunes députés qui étaient avec moi. Il me fallait être à côté d'eux, montrer la façon de se bagarrer et tout ça. Maintenant, ils sont rompus, ils connaissent tout ça. Et j'ai voulu céder ma place à quelqu'un d'autre, même dans la dernière législature. C'est le parti qui a refusé. Et aujourd'hui encore, bon, parce que de toute façon, je crois que l'Assemblée n'a plus rien à attendre de moi de manière intrinsèque. Si vous voulez, je peux être remplacé efficacement par les autres députés. Donc j'estime que le poste que je détiens, quelqu'un d'autre aurait pu l'avoir dans le parti. Mais si le parti ne veut pas, je suis un militant discipliné. Mais demain, je suis prêt encore à reposer la question. J'estime que quelqu'un d'autre pourrait utiliser de manière plus efficace et plus efficiente le poste que j'occupe, je dirais pratiquement inutilement aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition et vous critiquez facilement le pouvoir en place. N'est-ce pas un très beau rôle quand on ne participe pas aux affaires de l'État? Oui, évidemment, je dirais presque qu'il y a une rente que d'être dans l'opposition, évidemment, le fait de ne pas assumer de responsabilités, mais c'est dans la nature même de l'opposition que d'être critique. Et il est certain qu'il est plus facile de critiquer que de réaliser, ça, je pense qu'il faut le dire, en toute honnêteté. Et les partis d'opposition qui accèdent au pouvoir s'en rendent compte. Mais je pense que dans le cadre du PDS, nous n'avons pas l'habitude de critiquer simplement pour critiquer. Parce que chaque fois que nous avons critiqué quand même, nous avons une solution en face. Hein? Par conséquent, nous, notre attitude n'a jamais été une attitude de démolition systématique du pouvoir qui est en place. Et c'est ce qui explique justement la différence qu'il y a entre nous et certaines autres conceptions. Alors, de sorte que, bien entendu, aujourd'hui, notre position est plus commode en tant qu'opposant, ça c'est vrai. Mais si le PS passe un jour à son tour dans l'opposition, eh bien, il pourra jouir, n'est-ce pas, du privilège d'être opposant. Vous pensez vraiment être un jour au pouvoir? Je pense que le PDS sera au pouvoir, c'est absolument inévitable. Abdoulaye Wade, qu'il soit au pouvoir ou pas, ça, ce n'est pas d'importance. Mais l'essentiel, c'est que le PDS est ce qu'il représente. Et ce que représente le PDS, c'est ça qui est important. C'est-à-dire le changement qu'il implique. Parce que ce que représente le PDS ne peut pas ne pas être au pouvoir dans la mesure où nous considérons que nous avons la majorité dans ce pays, dans la mesure où nous savons que telle est la volonté du peuple, cette volonté finira par s'imposer. On peut dresser tous les obstacles qu'on veut, c'est une simple question de... On peut reculer les échéances, mais c'est tout à fait inévitable. Donc ce que je souhaite, moi, c'est que l'idée PDS vienne au pouvoir. Que ce soit le PS avec moi, avec un autre, mon successeur, un jeune qui vient continuer les idées que nous avons défendues. C'est ça qui est important. Maître, on va parler maintenant de vos rapports avec Abdou Diouf. Abdou Diouf et vous voyez souvent? Non. Non, on ne se voit pas souvent. Vous les regrettez? Non, je n'ai pas à regretter parce qu'on ne s'est jamais vu souvent. Alors on ne peut pas éprouver de nostalgie quand on n'a pas une habitude. Franchement, vous voudriez être à sa place? Encore une fois, je n'ai pas d'ambition. Ah non, ça, la place qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les difficultés dans lesquelles il se trouve, je ne souhaiterais pas m'y trouver moi-même. Non, mais en fait, ça, c'est une plaisanterie.
Mais je dirais que je n'ai pas pour ambition d'occuper absolument le fauteuil présidentiel. Encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit. Panafro, le podcast. Si on me donnait ces responsabilités, dans l'heure qui suit, je les exercerai. Mais si ça ne doit jamais m'arriver de ma vie, eh bien, je ne m'en ferai pas pour autant. Je rendrai des services dans d'autres domaines, des services au moins aussi importants, et peut-être même plus importants. Et si on vous proposait un gouvernement d'union nationale? Oui, alors vous savez, pour nous, PDS, c'est encore mal posé le problème que de parler de gouvernement d'union nationale. C'est encore mal posé le problème. Parce que notre vocation n'est pas systématiquement d'exercer le pouvoir. Ce qui nous importe, c'est ce qui va se faire. Bon. Si demain on me faisait des propositions, j'ai déjà dit et écrit que si on m'invitait à participer à un gouvernement, je préfère aller à la pêche. Parce que ce n'est pas mon problème. Par contre, si on m'invite à discuter autour d'une table sur les moyens de redresser le Sénégal, alors j'y serai avant l'heure. Avant l'heure, je serai là, prêt à exposer mes idées. On fait un diagnostic, quels sont les remèdes, je propose mes idées, je propose les idées de mon parti. Bon. Alors, si nous arrivons à un accord sur les moyens de redresser la situation, mais peu importe qui fait le redressement, pour moi, peu m'importe, même le PS peut le faire, s'il peut le faire. Je puis vous assurer demain que si nous étions d'accord sur un redressement du Sénégal, et si le PS est en mesure, ou le gouvernement tel qu'il est en mesure de redresser le pays, mais je suis prêt à lui apporter ma caution sans avoir un ministre dans ce gouvernement. Je suis prêt à le faire. J'espère que mon parti me suivra. Je suis prêt. Mais si on me dit on vous donne tant de postes de ministre, etc., ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, il se trouve malheureusement que le redressement de la situation du Sénégal exige un certain nombre de conditions. Il y a, à mon avis, un minimum de 3 conditions. La première, c'est que l'homme ou le parti qui peut redresser la situation aujourd'hui au Sénégal doit avoir le soutien d'une large majorité de la population. Mais c'est l'évidence même. Si quelqu'un a demain le soutien de 70, je dis 70, il ne faut pas exagérer, même 70%, même 65%, le soutien absolument résolu et irréversible pendant une période de 5 ans au moins, n'est-ce pas, de la population, 70% de la population, eh bien cet homme et ce parti vont pouvoir redresser la situation. Parce qu'ils vont dicter des sacrifices. Moi, si je soutiens le gouvernement, si le gouvernement prend demain des mesures qui impliquent des sacrifices, je serai le premier à prendre mon bâton de pèlerin et à dire à mes militants, acceptez les sacrifices. Parce que demain, il y aura la compensation. Vous comprenez? Mais si on prend des mesures en dehors de moi, vous pouvez être sûr que je les combattrai par contre. Si le gouvernement demande aujourd'hui des sacrifices aux Sénégalais, demain je dirai non. PDS, vous refusez. Parce que vous allez faire des sacrifices et vous ne savez pas qu'est-ce que vous aurez en compensation au bout. Parce que ça fait 20 ans que nous faisons des sacrifices. Donc ça, c'est la première condition. C'est un large consensus ou une large majorité. La large majorité n'existe pas. Le consensus est une chose possible, mais ça suppose une discussion sur le diagnostic de la situation et sur les moyens de la redresser. Bon. La deuxième condition pour le redressement de la situation, c'est que l'homme ou le parti au pouvoir doivent être en mesure de trouver immédiatement les capitaux qu'il faut pour une injection monétaire dans l'économie. C'est comme le médecin qui fait un bon diagnostic, c'est bien, mais s'il n'a pas de médicaments, hein, vous savez, le malade, c'est pas par des incantations qu'il va le guérir. Alors donc, ce parti doit avoir une dimension internationale qui doit lui permettre de trouver immédiatement les capitaux nécessaires, n'est-ce pas, pour les injecter dans l'économie. Mais il y a une troisième condition. Il y a des réformes de structure qu'il faut faire dans ce pays. Il y a 2 choses qu'il faut changer. Ce serait se faire des illusions que de croire qu'on peut redresser le pays sans prendre certaines mesures qui sont des mesures à caractère politique. Et qui ne seront pas toujours des mesures agréables pour tout le monde. Ouais. Alors ces mesures de caractère structurel sur lesquelles j'ai insisté dans mon discours en novembre
sont absolument indispensables. Ça n'a rien à voir avec ce que dit la Banque mondiale. Ce n'est pas de l'action structurelle. Ce sont les structures qu'il faut bouleverser dans ce pays-là. Bouleverser les conceptions. Ce n'est pas le développement par l'industrie. Ce n'est pas par l'industrie qu'il faut développer ce pays. C'est une erreur. C'est par l'agriculture. Je l'ai écrit il y a exactement 23 ans. Seule l'agriculture est capable de produire les occupations ou entre guillemets des emplois pour les millions de Sénégalais qui traînent, qui n'ont rien à faire. L'industrie, vous investissez des milliards, vous créez 2000 emplois. C'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mare. Alors, donc, ces 3 conditions sont indispensables. Mais en tout état de cause, comme nous l'avons dit il y a quelques jours, ces discussions doivent s'instaurer entre toutes les formations politiques sans Panafro, exclusion. le podcast. Ça, pour nous, nous n'avons pas de préjugés. Parce que nous considérons que tous les partis politiques sont des partis nationaux qui se réclament de la droite, de la gauche, du centre, du marxisme, du trahison ou d'autres choses. Ce sont des Sénégalais. Ce sont des nationaux. Donc, il doit être possible qu'une discussion s'engage entre tout le monde et qu'on arrive à un consensus national. Mais hors de là, il ne faut pas se faire d'illusions. Maître, quelle est la ligne de partage entre le PDS et le PS? C'est une question qui est très importante et qui m'a souvent été posée d'ailleurs par des chercheurs. Je ne dis pas des journalistes, mais seulement par des chercheurs, sociologues et politologues qui viennent au Sénégal. Parce que, en réalité, les partis marxistes sont d'un type particulier. Généralement, je dis ce sont des partis de cadres qui se définissent par leur adhésion à la philosophie marxiste. Mais un parti comme le PDS, un parti comme le PS, sont des partis, je crois, qui se définissent d'abord par les réalités sociologiques de leurs militants. Or, PS, PDS, c'est les mêmes. C'est les mêmes paysans. Vous allez dans un village, il est partagé. Vous avez les PS, vous avez les PDS, ce sont les cousins, ce sont les parents. Donc, au point de vue sociologique, que ce soit au niveau des paysans, au niveau des ouvriers, au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse, à tout point de vue, il y a pratiquement identité. La seule différence étant peut-être que les hommes d'affaires et ceux qui ont de l'argent, de même que les forces féodales, sont plutôt du côté du parti au pouvoir. Mais comme je le dis souvent, si nous étions au pouvoir aussi, ils seraient venus avec nous. Ça, c'est l'évidence même. Mais la différence, parce que, attention, la différence alors, se situe au niveau des programmes, de l'option des dirigeants, de l'orientation des dirigeants, lesquels ne s'expliquent que par la personnalité de ces dirigeants. Je crois que c'est là que se situe la différence. Nous avons donné au PDS une certaine orientation, ce qui s'explique par notre passé, notre personnalité. Bon, Senghor, Abdou Diouf ont donné au PS une autre orientation. C'est là que se situent les différences. Et chacun prétendant traduire plus ou moins exactement les aspirations des militants de son parti. Et pourquoi vous avez quitté l'UPS à l'époque? Pourquoi j'ai quitté l'UPS? Oui, alors là, il nous faut donc sauter. Parce que je vous ai parlé de ma première tentative de 1961, à peu près, vers les années 61. Et par la suite, après donc, le BMS, j'ai cessé pratiquement de militer dans un parti. Après mon agrégation, j'ai été doyen de la faculté. Et vers les années 71, dans un contexte très particulier, où personne ne songeait qu'il fût possible à l'époque de créer un autre parti, Senghor avait lancé un appel à tous les intellectuels, et j'avais décidé à ce moment-là de rejoindre l'UPS. Et j'ai effectivement rejoint l'UPS, j'ai milité à Kébémer, et j'ai retrouvé les mêmes hommes, les mêmes obstacles, les mêmes barrages. Je ne suis pas resté longtemps dans l'UPS, ça a duré peut-être un an et demi, parce qu'au renouvellement des instances, je détenais la majorité réelle et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je laisse la place à un autre qui était minoritaire. On a voté, j'ai eu 1001 voix, il en a eu 800, on m'a quand même demandé de lui laisser la place. Et je ne pouvais pas comprendre ça, c'était antidémocratique, j'ai protesté,
Je me rappelle qu'à l'époque, j'en ai même discuté avec Abdou Diouf à Louga, qui avait paru indigné par la pratique. Je me rappelle aussi que Senghor m'avait fait dire par Moustapha Niasse, il n'y avait pas de problème puisque j'avais la majorité, c'est moi qui devais représenter le parti à Kébémer. Mais malgré toutes ces Panafro, le podcast. le bureau politique qui était contrôlé par ces éléments, ces caciques qui s'y connaissent bien en matière politique, eh bien, a décidé d'entériner les résultats qui faisaient de mon adversaire le responsable politique du coin. Et à partir de ce jour-là, je me suis abstenu. Je n'ai plus rien fait. Je n'ai plus participé à des activités du PS. Mais je dois ajouter, ce qui rejoint d'ailleurs l'observation que j'ai faite tout à l'heure sur ma tentative de 1960, qu'à cette époque, Senghor m'a encore réécrit et même m'a dit de ne pas aller me battre à la base. Il m'a dit de faire comme Abdou Diouf, comme Habib Thiam et tous ces jeunes, et que j'avais une promotion assurée jusqu'au bureau politique et même au-delà. Je lui ai répondu que ce n'était pas ça qui m'intéressait et que je préférais militer à la base. Parce que il ne voulait pas me voir aller compétir à la base. Donc c'est après tout cela que malgré tout, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé d'aller me battre à la base. Et c'est pourquoi, m'étant battu, ayant gagné, on a refusé, n'est-ce pas, de me reconnaître comme le responsable du parti à Kébémer. Vous avez démissionné, et c'était en 71. C'était en 71. Et vous êtes entré rapidement en désaccord avec le pouvoir. Ah oui, à partir de ce moment-là, je me suis trouvé en désaccord avec le pouvoir, qui a alors tenté beaucoup de choses contre moi. Mais il faut comprendre que pendant cette période déjà, j'étais consultant international et que je me déplaçais beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de démissionner du barreau pour n'être plus que professeur à la faculté. Alors on s'est empressé de faire adopter un texte régissant l'université et disant que le professeur doit tout son temps à l'enseignement et à la recherche. Alors on a dit par voie de conséquence, je ne pouvais plus exercer le barreau. Alors que dans toutes les démocraties traditionnelles, en France ou ailleurs, les professeurs de droit sont en même temps avocats. C'est une compatibilité qui existait même dans le texte régissant le barreau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on sortait de 68-69, l'université avait été perturbée et la réforme de l'université s'était posée à ce moment-là. Et je m'étais engagé dans la bataille de la conception de l'université. Et je défendais la thèse de l'université à valeur internationale. Les facultés, je défendais le principe des facultés. Alors que le gouvernement et Hassan Sek, qui était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, défendait la thèse de la professionnalisation de l'université. Il voulait créer des instituts. Je me suis battu dans des écrits qui sont encore là, même à la bibliothèque de l'université. J'ai fait des conférences, même qui ont été diffusées à la radio. Et j'ai eu l'appui de Senghor, fort curieusement. Autant il m'avait lâché sur le plan politique, autant sur le plan de l'université, je défendais les mêmes points de vue que lui. Bon, étant universitaire, ce n'est pas étonnant. Il est aussi attaché à l'université que moi. Et la thèse, notre thèse, a triomphé. J'ai encore les lettres que Senghor m'a écrites pour me féliciter. Et nous avons donc pu combattre la thèse de la professionnalisation de l'université. Parce que je pense qu'une université, par définition, doit dispenser un enseignement universel. Alors, comme j'avais été proposé comme doyen, alors le recteur de l'époque, M. Seydi Madanissi, m'a fait comprendre qu'il fallait que je démissionne du barreau. Bon. Alors, j'avais fait aussi, en dehors de la conception de l'université, j'avais fait des programmes qui bouleversaient l'enseignement de l'économie. Au lieu de l'enseignement traditionnel d'une licence, j'avais instauré 3 branches en économie. La première branche, c'était la théorie générale pour former des professeurs, c'est-à-dire histoire et théorie du développement. Une deuxième branche que j'appelais économie de gestion, c'est pour former des directeurs de société, des gestionnaires, des managers, etc.
Et j'avais conçu une troisième branche, économie publique et développement, dans laquelle je voulais former des planificateurs et des responsables sur les questions monétaires pour assister justement les États africains qui ont des problèmes. Alors, c'était une conception nouvelle, originale, qui a été recopiée d'ailleurs par certaines universités en France. Heureusement que nous, quand nous écrivons, c'est daté et que ça reste dans les bibliothèques. Donc on ne peut pas venir par la suite prétendre que telle ou telle initiative a été antérieure. De sorte que je ne voulais pas quitter l'université sans réaliser cette responsabilité que j'avais engagée. Et c'est pourquoi à l'époque, j'ai décidé d'arrêter la pratique du barreau. J'ai écrit à mon bâtonnier pour lui dire que j'ai cessé la pratique du barreau, je ferme mon cabinet. Maître Moustapha Seck, aujourd'hui bâtonnier, hier bâtonnier plus exactement, mais ancien bâtonnier aujourd'hui, reprenait mon cabinet et je ne faisais plus que mon travail de professeur, mais je restais quand même inscrit au barreau. Alors, j'étais donc élu doyen. Par la suite, le gouvernement s'étant aperçu que je restais sur le tableau, m'a demandé de me faire radier. Alors j'ai refusé. Je savais très bien où on voulait en venir. Si je m'étais fait radier, à partir de ce moment-là, je devenais un petit fonctionnaire entre les mains de l'État. Or, je ne peux être en sécurité qu'au barreau, parce que le barreau, c'est quand même la sécurité. C'est connu dans tous les pays du monde. Oui. C'est la liberté. Et vous démissionnez de l'université pour être consultant auprès de... Non, je n'ai pas démissionné. On m'a démissionné. Ah oui, oui. On m'a démissionné. Malgré vous. On m'a démissionné malgré moi, un beau jour. Alors on m'a dit, ah bon, tu ne démissionnes pas, vous ne voulez pas démissionner du barreau? J'ai dit non. Bon, Hassan Seck en particulier, il m'appelle et puis il me dit, mais il faut que tu démissionnes du barreau. J'ai dit non. Il me dit, bon, alors le président m'a dit que si mercredi, tu ne démissionnes pas, on te considère comme démissionnaire de l'université. J'ai dit, Hassan, qu'à cela ne tienne. Entre parenthèses, Hassan Seck fait partie aussi des leaders politiques que j'ai défendus. Je l'ai trouvé dans les prisons de Ziguinchor, couché sur la dure. Non, je dis entre parenthèses. D'ailleurs, il ne le conteste pas. Alors, donc, mais il reste quand même un ami et j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour lui. Autrement, je n'ai pas de divergence politique profonde avec lui. Vous avez été aussi consultant. Non, attendez. On m'a démissionné. C'est très important. Alors, comme on me dit de démissionner du barreau, j'ai dit non. On me dit de démissionner de l'université, j'ai dit non. Ah, on me dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, prenez vos responsabilités. Parce que si j'avais démissionné de l'université, on serait dit, allez dire aux étudiants, voyez, Wad, il préfère gagner de l'argent au barreau plutôt que de former les jeunes. Alors, j'ai laissé au gouvernement la liberté de se déterminer. Et un beau jour, je reçois un décret dans lequel il est dit constatons la démission de fait de M. Abdoulaye Wade. J'ai dit, ben, c'est parfait, c'est très bien, moi je ne vous dois rien et je m'en vais. Auparavant, Abdou Diouf m'avait reçu, il était Premier ministre. Et il m'avait dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'université? Je lui ai expliqué. Alors là aussi, il paraissait indigné. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il était impliqué. En tout cas, il a dit oui, mais moi j'ai convoqué ici des professeurs, vraiment, notamment M. Gautron. Je leur ai demandé leur point de vue. Ils m'ont dit que c'est toi qui as raison, que le barreau est parfaitement compatible avec le professeur. Je lui ai dit, c'est évident. Mais si le gouvernement ne veut plus de moi, moi je m'en vais. Moi je ne vous dois rien. Moi mon agrégation, je l'ai passée avec mon argent. Autant en licence, j'étais boursier. Pour mon agrégation, je travaillais quand je gagnais de l'argent. J'allais passer plusieurs mois en France, n'est-ce pas? Je payais mon appartement, je payais tout. Je l'ai préparé tout seul. Je ne vous dois rien. Donc si vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. Et c'est ainsi que je suis parti. Une fois, quand j'étais assistant à Paris, j'ai reçu du représentant sénégalais une lettre dans laquelle il me dit, oui, que le gouvernement du Sénégal m'avait accordé 100 000 francs français anciens à l'époque. Alors j'ai bien ri. Mon appartement seulement, je devais le payer peut-être 350 ou 400 000 francs par mois. Alors je lui ai répondu, monsieur, je vous remercie infiniment, mais je pense vraiment qu'il y a des étudiants malheureux qui ont besoin de cette somme-là, et pas moi. Et donc, comme je ne devais rien au gouvernement, dans la mesure où il faisait des difficultés, j'ai plié mes bagages et j'ai continué mes consultations internationales et je suis parti.
À l'OUA et à la Banque africaine de développement. Pas. Mais en 1973, vous revenez au Sénégal alors, pour participer à l'évolution en 1973, je politique du pays. reviens au Sénégal. Je reviens au Sénégal et je trouve une situation économique et politique très difficile. Il ne faut pas oublier quand même que c'était la période où se posaient des grands problèmes comme la rupture des relations Panafro, avec le Israël. podcast. Et il y avait un certain marasme économique au Sénégal. Et là, je me suis retrouvé avec un certain nombre d'amis. Oui, on se retrouvait ici chez moi tous les soirs, tous les jeudis, et on discutait sur la situation. Et un jour, on a décidé d'élaborer un manifeste. Parce que nous avions constaté que les cadres sénégalais étaient, comme nous disions, marginalisés, écartés des responsabilités. C'était le militantisme qui était la règle. Les gens les plus zélés, qui ne faisaient que tourner du vent, étaient ceux qui assumaient les grandes responsabilités qui engageaient ce pays. Alors pour nous, c'était une revendication que de dire, nous refusons cette situation, maintenant nous voulons faire entendre notre voix. C'est ainsi que nous avons donc élaboré le manifeste des 200. À ce moment-là, personne ne songeait créer un parti. Personne, pas moi ni un autre, pas plus moi qu'un autre. On voulait simplement prendre une position, et ce manifeste est un document qui existe. Nous sommes prononcés, si vous voulez, de manière positive. C'était plutôt des suggestions que nous faisions au gouvernement à l'époque. Sur le plan économique, il faut faire ça. Sur le plan politique, il faut faire ça. Sur le plan international, etc. etc. Mais ce manifeste a connu énormément de succès. Et que nous nous sommes dit, il faudrait une structure pour l'accueillir, pour accueillir les gens. Faire un manifeste qui est signé, c'est bien beau, mais après, les gens, il faut leur permettre de se retrouver, de discuter, de mener une action. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'association, et certains ont émis l'idée de parti. Jusqu'au jour où on a dit, bon, il faut créer un parti. Et là, moi, je dis, je suis d'accord pour l'idée de parti. Mais sur l'idée de parti, je dois vous dire aussi que nous n'en avons pas été seulement les auteurs. En fait, certaines personnalités ont joué des rôles très importants là-dedans, notamment Feu Serigne Cheikh Mbacké. Feu Serigne Cheikh Mbacké est un homme qui, comme vous le savez, aidait beaucoup les cadres dans les domaines des affaires et partout. Et comme c'était un bon Sénégalais, il était contre le parti unique et il avait invité certains responsables à s'engager dans la bataille politique pour redresser la situation. Et un jour, il m'a dit, je ne veux pas citer des noms, mais il m'a cité des personnalités qu'il avait invitées à créer des partis et qui avaient refusé. Il m'a demandé si moi, j'avais le courage de créer un parti, qu'il était prêt à m'aider. Je lui ai dit, moi je suis d'accord, mais à la condition que je mette le temps qu'il faut pour étudier la question. Et c'est ainsi que donc, il y a donc des idées conjointes sur le principe de créer un parti. Alors, donc finalement, nous avons, les amis et moi, nous avons décidé de créer le parti. Et on m'a dit, comme j'étais le juriste, que je prépare le dossier. Je l'ai préparé. Je dois dire qu'il y a un autre élément qui a facilité les choses. C'était le groupe Sunugal des Casamancés qui avait tenté pendant 2 ou 3 ans de créer un parti, qui n'avait pas pu, et qui avait une certaine expérience, qui était venu me voir, comme ils étaient allés voir Abdoulaye, Cheikh Anta et certaines autres personnalités politiques. Et je leur avais dit, ne vous lancez pas dans cette expérience. Si vous créez un parti, on va vous traiter de sécessionniste, on va vous mettre en prison. Moi, justement, quelques amis et moi, nous sommes en train de créer un parti. Venez avec nous, vous n'aurez aucun problème. Et effectivement, donc ils sont venus dans notre groupe. Et c'est ainsi donc que nous sommes arrivés à l'idée, n'est-ce pas, de créer un parti. Mais j'avais dit à l'époque que je ne créerai ce parti que si j'en discute préalablement avec Senghor. Vous êtes peut-être très jeune, mais certains peuvent se rappeler qu'on me l'avait reproché à l'époque. On m'a dit, pour créer un parti, pourquoi tu as eu besoin d'aller dire à Senghor, je crée un parti? J'ai dit, mais c'est une question de courtoisie. C'est un minimum de courtoisie. Et je donnais souvent l'image suivante. J'exprimais souvent en Wolof d'ailleurs. Je disais, si vous avez votre valise dans un magasin avec un gardien, vous avez 2 façons de venir prendre votre bien. Vous pouvez d'abord saluer le gardien poliment et lui réclamer votre valise. S'il vous laisse passer, mais c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la courtoisie et la politesse. Alors, s'il ne vous laisse pas prendre votre valise, ça, c'est un autre problème. Et je pense qu'il ne faut pas commencer par venir l'insulter. Et ça, c'est la deuxième méthode. L'insulter sans le saluer, le bousculer pour aller chercher votre valise. Parce que là, vous pouvez même risquer quelque chose.
Alors c'est ainsi donc que je considère Senghor étant président de la République, gardien de la Constitution, gardien des libertés. Si je veux jouir d'une liberté dont il est le gardien, la moindre des choses, je dis, Monsieur le Président, la Constitution dit que les Sénégalais ont le droit de créer un parti politique, je voudrais créer un parti politique. Mais la preuve que j'ai eu raison, c'est quand je lui ai posé la question à Mogadiscio, il m'a dit... Panafro, le podcast. Vous en avez parfaitement le droit. Et je donnerai les instructions pour qu'on vous délivre un récépissé le plus rapidement possible. Et le PDS est né d'un accouchement sans douleur. Ah, absolument. Sans douleur, très facilement. Ça s'est passé en 8 jours. On nous l'a reproché après. Alors là, j'ai dit aussi... Bon, non seulement la méthode y était, j'étais poli, parce que si je m'étais mis à me bagarrer avec le gardien, le temps que la police vienne nous séparer ou qu'on s'explique devant le procureur, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Si j'avais commencé par insulter Senghor en lui disant « Oui, je veux mon parti, etc. » Alors, donc, je crois que c'est la méthode à jouer. Et ensuite, je dis souvent, quand même, je suis avocat de profession, et je dois quand même être en mesure de préparer des dossiers corrects. Et mon dossier a été si bien fait que vraiment, quand le ministre de l'Intérieur l'a examiné, il s'est rendu compte que toutes les exigences de la loi étaient respectées et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là la deuxième partie des confidences de Maître Abdoulaye Wade. Vous entendrez la troisième partie lundi prochain, 21h. Confidence, confidence, confidence. Confidence autour du micro. Confidence autour d'un micro d'Amadien. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, Parti démocratique sénégalais, deuxième émission.